On va passer la parole au docteur Patrick Lemoine maintenant. Eh bien, merci pour cette magnifique transition, en effet. Alors, je dois dire, moi qui ai beaucoup publié sur le placebo, ces prises de parole répétées devant un placebo de public ne laissent pas de me troubler. Il faudra bien un jour étudier l'impact du placebo de public sur les orateurs, mais c'est une autre histoire. Alors aujourd'hui, je suis chargé de vous parler du sommeil, parce qu'effectivement, le sommeil est d'actualité, tant la crise sanitaire, dans le premier confinement qui a été beaucoup étudié, a entraîné une explosion de la consommation des somnifères, hypnotiques et autres anxiolytiques. Ce qui est un vrai problème, puisqu'on sait que le terme de somnifère est une escroquerie intellectuelle. Il n'existe pas à l'heure actuelle de somnifère, du latin somnisfere, c'est-à-dire qui apporte le sommeil, puisque toutes les molécules qui sont à notre disposition ne sont que des anesthésiques légers et des molécules anti-éveil. Mais ça ne fait pas dormir, et le problème, c'est que dormir, c'est utile. Alors, comment on peut différencier ceux qui ont mieux dormi, ceux qui ont moins bien dormi et ceux qui ont dormi comme d'habitude en cours de confinement? Ça a déjà été dit, la peur, bien sûr, la peur de cet ennemi invisible, le virus, la peur de manquer, la peur de perdre son travail, ça a joué, mais selon moi, qui suis un chronobiologiste, le principal facteur, ça a été la perte des rythmes des synchroniseurs. Puisqu'au fond, si je télétravaille, si je n'ai plus de pointeuse, si je n'ai personne pour me reprendre si je suis en retard, eh bien, je peux télétravailler à l'heure que je veux, je peux faire des grasses matinées, je peux travailler la nuit, et cette perte des synchroniseurs et des heures levées entraîne des états dépressifs et des états de dette de sommeil. Et la dette de sommeil a des vraies conséquences sur la santé, puisque utile, jusqu'à preuve du contraire, ça peut dormir, jusqu'à preuve du contraire, ça peut être assez utile. Je rappellerai que la marque du vivant, que l'on soit un virus, un géranium ou un orateur placebo, eh bien, c'est d'une part de pouvoir se reproduire et d'autre part d'avoir une alternance de repos et d'activité. Tous les êtres vivants sur notre planète ont des alternances repos-activité, éveil-sommeil. Alors, à quoi ça sert, au fond, de dormir? On l'a dit, ça sert à se reposer, mais ça, c'est d'une grande banalité. Mais ce qui a été découvert assez récemment, c'est qu'il y a une corrélation très claire entre qualité, la quantité du sommeil et la longévité. Pourquoi? C'est une raison tout à fait simple, c'est que quand nous dormons, eh bien, nous avons des petites ouvrières qui ravaudent nos télomères. Alors nos télomères, c'est l'extrémité de nos brins d'ADN, comme des extrémités de ruban, et on sait que en meilleur état, plus elles sont longues, plus elles sont intactes, nos télomères, plus elles indiquent que nous avons encore quelques bonnes années à vivre devant nous. C'est la nuit que nous réparons ces télomères qui sont endommagés par l'activité, les toxiques, tout ce qui se passe pendant la journée. C'est donc essentiel, si on veut vivre vieux et en bonne santé, d'avoir un bon sommeil. On sait aussi que si on dort correctement, eh bien, on va réduire le stress. On va baisser donc des hormones comme le cortisol, la noradrénaline, et donc on va réduire la tension artérielle. Il a bien été montré que si on dort, par exemple, avec un bruit discontinu dans un immeuble bruyant, eh bien, on aura une tension artérielle moyenne supérieure à ceux qui dorment dans un immeuble calme. Le bruit nocturne discontinu et beaucoup d'autres facteurs qui entraînent des dettes de sommeil, entraînent des facteurs d'hypertension artérielle, de stress et d'anxiété. Tout le monde le sait. Encore une chose qui montre que nos grands-mères étaient des grandes cliniciennes, des grandes observatrices, elles disaient « les enfants grandissent lentement ». C'est parfaitement exact. Pourquoi? Parce que la totalité de l'hormone de croissance, dans les conditions normales, est sécrétée pendant le sommeil profond. Chez les enfants, à peu près toute la nuit. Chez les adultes, les 3 premières heures de sommeil, si on dort aux horaires habituels. Et il y a une étude que j'aime beaucoup citer, où on voit des enfants dans le Bronx, d'une ethnie de Porto Rico pauvre, et ces enfants ne grandissaient pas, et on ne comprenait pas pourquoi. Il y avait une sorte de nanisme fonctionnel. Et un jour, les chercheurs ont eu l'idée de mettre des bouchons à oreille à ces enfants, et en 6 mois, ils avaient rattrapé leur taille. Ils avaient
grandi parce qu'on leur avait permis de dormir profondément, parce que ces gens, ces portoricains, faisaient la fête la nuit, dansaient devant le buffet et les empêchaient d'atteindre d'un sommeil lent profond. Chez les adultes et même chez les vieillards, l'hormone de croissance existe, ça permet de cicatriser, ça permet de mémoriser, ça permet, on l'a dit, de ravauder nos télomères, ça permet de réduire le cholestérol, ça permet donc la synthèse protéique, ça permet de baisser la glycémie. C'est donc essentiel. On sait aussi que pendant la nuit, on nettoie notre glie, qui est cette espèce de filet nourricier de nos neurones qui enveloppe tout notre cerveau. Eh bien, on nettoie toutes les toxines qui s'accumulent dans la journée. Un petit peu comme si le sommeil était une sorte d'éboueur des toxines accumulées dans la journée. Chose essentielle en période de confinement, et vous allez vite me comprendre, on sait maintenant que toutes les nuits, peut-être encore une fois à cause de l'hormone de croissance, eh bien, nous mettons à jour notre ordinateur immunitaire. Nous faisons presque une réinitialisation. Il a été tout à fait montré que le risque d'infection est augmenté. Ce n'est pas une très bonne idée en période de Covid. Et si la nuit, on ne dort pas du tout, il y a une étude, par exemple, qui montre chez les infirmières de nuit que le risque de cancer du sein est très nettement augmenté. Et de même, il a été montré dans toute la population qu'en cas de dette de sommeil répétée la nuit, le risque de cancer, notamment digestif, est augmenté. Enfin, en lien avec mon prédécesseur, eh bien, le sommeil a un rôle métabolique. Au cours de la nuit, nous fabriquons une hormone qui s'appelle la leptine. Et la leptine, c'est l'hormone de la satiété. Alors c'est bien fait parce que la nuit, si on a beaucoup de leptine, ben, comme on dort, on ne peut pas manger, donc c'est mieux de ne pas avoir faim. Mais malgré tout, même dans la journée, cette leptine aura un rôle, de même que la gréline, qui est son contrepoint dans la journée, va susciter l'appétit. Si on ne dort pas bien, il y a une perturbation de la fabrication de cette leptine, de la gréline, et il a été, comme ça nous a été dit, bien montré que en période de confinement, avec cet ennemi intime qui est le frigo, là je me retiens pour ne pas y aller pendant que je vous parle, eh bien on a un vrai risque de grignotage, et en plus on ne le sait pas, mais c'est parce qu'on a mal dormi et qu'on a eu donc ce déficit de leptine. Et il a été montré aussi que si on demande à des sujets sains de dormir moins de 5 heures par nuit pendant 15 jours et qu'on fait une prise de sang, eh bien, au bout de 15 jours, on voit que les taux d'insuline ont chuté et qu'il y a même une résistance à l'insuline. Ce qui veut dire que 15 jours de privation de sommeil chez des sujets sains les rend prédiabétiques. Donc, je vous laisse imaginer les conséquences d'obésité, de diabète, confinement, donc les troubles du sommeil qui ont été associés. Enfin, il y a probablement plein d'autres rôles qu'on ignore encore du sommeil, mais enfin, il y a un rôle essentiel, toujours à cause de l'hormone de croissance, de la mémoire. C'est en cours de sommeil qu'on trie les souvenirs pertinents, peut-être 1 sur 1000, peut-être 1 sur 10 000. J'espère que cette nuit, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous allez bien trier tout ce que je vous dis pour les mémoriser. Mais pour être plus sérieux, on sait très bien que notre ordinateur cérébral, eh bien, toute la nuit, il fait défiler pendant le sommeil paradoxal tous les souvenirs, le nombre de boutons du chemisier de ma voisine de table, le nombre d'étudiants qui chahutaient, etc., etc. Et puis on va éjecter tout ça parce que c'est pas très pertinent. Et puis tac, on va s'arrêter sur un souvenir pertinent. Et là, on va le télécharger sur l'hippocampe et ça pourrait être consulté quand on veut. Lorsqu'on ne dort pas bien, on n'a pas ce qu'il faut comme sommeil paradoxal pour trier, ce qu'il faut comme sommeil profond pour imprimer ses souvenirs, et donc on a des troubles de la mémorisation, de la concentration, et au pire, on peut avoir des vrais problèmes. Alors si en plus on veut corriger toutes les insomnies avec des hypnotiques et des anxiolytiques, eh bien on sait que ces molécules non seulement réduisent l'espérance de vie. Une étude sur 100 000 sujets sains faite pendant 15 ans a montré que presque 2 fois plus de sujets sous benzodiazépine sont morts que ceux qui n'en avaient jamais pris au cours de ces 15 ans. On sait aussi que donc il y aura beaucoup plus de patients souffrant d'Alzheimer chez les sujets qui ont pris ne serait-ce que 3 mois
de benzodiazépines dans leur vie après 60 ans. Donc, on a une approche quand même particulière du confinement et du sommeil en Occident, et le fait que j'ai une chaire d'enseignement à Pékin à propos du sommeil me force à réfléchir à propos donc de l'approche orientale chinoise classique. Je parle de médecine chinoise, je ne parle pas de la médecine occidentale pratiquée en Chine. Donc cette médecine chinoise qui existe toujours, qui emporte l'adhésion de plus de 90% des Chinois. Si c'est pas trop grave, et si c'est grave, ils vont dans les hôpitaux occidentaux. Alors, quitte à faire de la peine au premier orateur, mais je fais partie de ceux qui moquent la définition de la bonne santé de l'OMS, ce parfait état de bien-être psychologique, biologique, sociologique. Alors certes, il est moins pire que celui des prédécesseurs, donc avant-guerre, l'OMS parlait du silence des organes, meilleure définition selon moi de la mort. Imaginez que vous êtes chinois et puis vous allez sonner chez votre médecin. Et j'allais lui dire, docteur, écoutez, ça fait 15 jours que je pète le feu, j'ai une forme olympique, aidez-moi. Et là, votre médecin chinois, eh bien, il ne va pas vous envoyer en placement d'office à l'hôpital psychiatrique, mais au contraire, il va vous examiner soigneusement. Et à la fin de cet examen clinique, il va vous donner un diagnostic de bonne santé. Il va vous dire de quel type de bonne santé vous êtes affecté et il vous fera une ordonnance très détaillée avec des conseils d'hygiène de vie, nutritionnel, rythme de vie, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment se fait-il qu'en Chine, il y ait plusieurs centaines de diagnostics de bonne santé, quelques dizaines de maladies, et qu'en Occident, on a une définition de la bonne santé et des milliers de maladies? Pourquoi y a-t-il un tel contrepoint entre les deux approches? Je crois que c'est très intéressant à étudier, mais en ce qui concerne la bonne santé, je pense vraiment que ce sont les Chinois qui ont raison, parce que la bonne santé d'un jeune chercheur et enseignant dynamique et motivé tel que je le vois sur l'écran, ou d'une jeune journaliste toujours aussi dynamique et motivée, ou d'une vieille paysanne ardéchoise, ou d'un jeune chômeur dans une cité improbable. Bref, toutes ces bonnes santé sont différentes. On ne va pas aborder pareil un patient Alzheimer en bonne santé qu'un jeune cadre dynamique et motivé en bonne santé, ou un schizophrène en bonne santé. Bref, toutes ces bonnes santé entraînent des attitudes thérapeutiques différentes. Et le fait que les Chinois soient capables de faire ces diagnostics de bonne santé différenciés et individualisés et de faire à chaque fois une ordonnance de bonne santé entraîne, ce qui a été dit tout à l'heure, une véritable politique idéologique de prévention individuelle, alors que l'Occident n'a pas de politique de prévention individuelle, n'a que la prévention collective, confinement, vaccination, tout ça c'est de la prévention de masse, mais on n'a pas de prévention individualisée en Occident. Alors évidemment, tout ça amène à cet aphorisme que moi j'approuve, qui est de dire, au fond, la médecine chinoise soigne bien, mais traite mal, alors que la médecine occidentale traite bien, mais soigne mal. Le jour où les orientaux, s'intéresseront plus à l'efficacité des méthodes, accepteront dans leurs méthodes classiques de mieux se préoccuper de ça, je pense qu'ils avanceront. Mais le jour où nous accepterons, nous, de considérer que, et je parle surtout des spécialistes, que les patients sont autre chose que des empilements d'organes, qu'il y a une médecine holistique possible, le jour où on arrêtera de flinguer les médecins type homéopathes qui, eux, ont une approche holistique assez humaniste et complète. Bien sûr, chez eux, l'efficacité était moins au rendez-vous. Le jour où on arrivera à faire la synthèse de ces deux approches, eh bien, je crois que la médecine, dans sa globalité, aura fait un grand bond en avant, pour paraphraser. Merci beaucoup, Dr Lemoine.